Le roi Mohamed VI poursuit sa visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Il s'est rendu à Lokodjo, dans la commune d'Atekoubé, pour voir l'avancement des travaux du point de débarquement aménagé pour les pêcheurs. Coup de filet réussi, les douaniers à Fek-Sédougou, plus de 62 tonnes de marchandises ont été saisies par la brigade mobile. Valeur de ces marchandises, 217 millions de francs CFA. Le 8 mars prochain sera célébrée la Journée internationale de la femme. La Côte d'Ivoire se prépare à marquer l'événement. La ministre Maria Toukoni appelle à une mobilisation pour favoriser l'autonomisation économique de la femme ivoirienne. Le calendrier politique s'accélère au Gabon avec la fin des préparatifs du dialogue politique voulu par le président Ali Bongo après sa réélection en 2016. Le dialogue politique se précise, mais la main tendue par Ali Bongo est refusée par son rival Jean Pingre. Voilà pour le sommaire. Merci de regarder le journal de RTI 1. Le groupe Air France KLM va apporter son soutien pour le développement de la compagnie aérienne nationale Air Côte d'Ivoire. Le président directeur général du groupe Air France l'a signifié aujourd'hui même au président de la République, Alassane Ouattara. L'accompagnement de Air France à Air Côte d'Ivoire va se faire au plan opérationnel, financier et commercial, nous explique Jérôme Kofi Abolé. Air France, KLM et Air Côte d'Ivoire bien déterminés à voler ensemble, c'est du moins ce que l'on peut retenir des échanges ce jeudi entre le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et le président directeur général du groupe aérien français. Pour le PDG du groupe Air France KLM, il s'agit de soutenir le développement de la compagnie aérienne ivoirienne aussi bien sur le plan opérationnel, financier que commercial. Un soutien qui passe par la contribution de Air France KLM à l'augmentation du capital de Air Côte d'Ivoire et l'extension du réseau de desserte des deux compagnies en Afrique et pourquoi pas au-delà. J'ai indiqué au président de la République que Abidjan était la seule ville d'Afrique pour laquelle Air France avait 2 vols quotidiens, que par ailleurs nous exploitions ici l'Airbus 380 et que nous avions tout à fait l'intention de poursuivre dans cette voie de développement, que par ailleurs nous souhaitions et nous étions prêts à la fois en matière opérationnelle, commerciale et financière d'accompagner le développement d'Air Côte d'Ivoire, qui d'ailleurs depuis 4 ans se développe fortement dans la région et que nous souhaitions poursuivre ensemble la collaboration. Le rôle d'une compagnie, c'est de pouvoir favoriser à la fois les rapprochements des populations, mais aussi le développement économique des entreprises de part et d'autre des lignes que nous desservons. C'est une collaboration commerciale qui peut être mise en place au bénéfice mutuel à la fois d'Air Côte d'Ivoire et d'Air France. Et c'est ce que nous souhaitons en resserrant les liens. Comme on le voit, ce partenariat entre les deux compagnies aériennes est bien le signe que la France et la Côte d'Ivoire ne sont pas prêtes à lésiner sur un seul aspect pour le renforcement de leur coopération. Une autre rencontre du président de la République, le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec le ministre allemand de la coopération. Ce dernier lui a présenté son plan Marshall pour l'Afrique. Le reportage d'Awa Touré. Le ministre fédéral de la coopération économique et du développement de la République fédérale d'Allemagne, Dr Gerd Müller, est en Côte d'Ivoire depuis mardi pour une visite de travail et d'amitié. L'occasion pour lui d'évaluer sur le terrain les projets de développement, notamment la création de chaînes de valeur dans la filière café-cacao. Reçu mercredi par le président de la République Alassane Ouattara, le docteur Gerd Müller lui a présenté le plan Marshall avec l'Afrique et la présence allemande du G20. Dans le cadre du G20, mon ministère, moi-même, nous allons présenter une proposition, ce que nous appelons Compact with Africa. Et il s'agit là de partenariats réformateurs pour un nombre bien défini de pays africains. Et nous voulons offrir ce partenariat réformateur à la Côte d'Ivoire comme un partenaire réformateur.
Et ce partenariat prévoit, entre autres, que nous intensifions notre coopération dans le cadre des processus G20, avec bien sûr la responsabilité propre des pays concernés, une augmentation des réformes, une intensification des réformes, mais aussi une augmentation des investissements. En tournée en Afrique de l'Ouest, le ministre allemand de la coopération et du développement est accompagné des ambassadeurs de la sous-région. Dans cette forte délégation, l'ambassadeur spécial chargé de la campagne de l'Allemagne pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2019-2020. Je suis venu ici pour discuter au plus haut niveau de l'état des questions des Nations Unies, notamment en vue du fait que l'Allemagne et la Côte d'Ivoire ont des intérêts en parallèle, surtout les élections qui vont se dérouler pour compléter le Conseil de sécurité prochainement. J'ai pu assurer mes interlocuteurs et le président de la République et le ministre pour les Affaires étrangères de l'appui de l'Allemagne pour la candidature de Côte d'Ivoire pour un siège non permanent au Conseil de sécurité. Pour la République fédérale d'Allemagne, il s'agit d'un partenariat réformateur avec la Côte d'Ivoire basé sur une présence accrue du secteur privé allemand. Et le reportage d'Awa Touré était commenté pour vous par Jérôme Kofi Aboulin. Le roi Mohamed VI poursuit sa visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Il s'est rendu à Lokodjro dans la commune d'Atekoubé pour voir l'avancement des travaux du point de débarquement aménagé qu'il offre aux pêcheurs. Alexis Ouedraogo. Sa Majesté Mohamed VI sur le point de débarquement aménagé de Lokodjro dans la commune d'Atekoubé. Le roi visite l'infrastructure qu'il offre, une initiative qui devrait considérablement améliorer l'exploitation des ressources halieutiques dans le pays. Autrefois, lorsque nous faisons les captures de poissons, tout ne va pas à la consommation parce que nous avons des difficultés réelles pour conserver ce que nous produisons. Et avec ces infrastructures qui vont être mises en place, désormais, nous allons pouvoir conserver le poisson à travers les chambres froides qui vont être installées sur ce site. Nous allons pouvoir conserver le poisson pêché à travers les fours améliorés pour permettre aux fumeuses de poissons d'en disposer et de faire convenablement leur travail sans crainte de maladies et autres. Sur ce site, nous allons produire chaque année 20 000 tonnes de poissons qui viennent s'ajouter à ceux dont on dispose déjà. Le projet est salué par les bénéficiaires premiers, les pêcheurs. Les femmes travaillaient dans des conditions qui n'étaient pas bien, qui ne sont pas adéquates. Et aujourd'hui, avec la valeur ajoutée à leurs produits, nous sommes vraiment convaincus qu'il aura un impact positif sur des revenus. Réalisé à 65% à ce jour, le point de débarquement de Lokodjro est prévu pour être livré en juin 2017. La BAD réitère son engagement à financer le plan national de développement 2016-2020. Le Premier ministre Amadou Gon-Coulibaly vient justement d'avoir une séance de travail avec une délégation de la Banque africaine de développement. La délégation rassure le chef du gouvernement. Les promesses faites à la Côte d'Ivoire lors de la table ronde des bailleurs de fonds à Paris seront tenues. Lansine Bakayoko, Gabriel Zani. Baisse des cours du cacao, principale matière première. Engagement financier en hausse en raison des revendications sociales. Bref, la conjoncture née de ces chocs crée des tensions fortes sur la trésorerie de la Côte d'Ivoire. Dans ce contexte, il est important d'actionner tous les leviers de la coopération avec l'ensemble des partenaires au développement et en particulier la BAD, la Banque africaine de développement. Et ceci pour nous permettre d'examiner les moyens pour répondre aux attentes légitimes et pressantes de nos populations.
À la table ronde des bailleurs de fonds de Paris, la Banque africaine de développement s'est engagée à débloquer environ 1300 milliards de francs CFA dans le cadre du financement du Plan national de développement PND 2016-2020. Pour le gouvernement qui fait de la transformation structurelle de l'économie un impératif et de la redistribution des fruits de la croissance une priorité, il urge de respecter ses engagements. Il nous faut maintenant travailler ensemble à la définition de nos priorités en vue d'optimiser l'impact de cet important concours financier sur la croissance et le développement économique de la Côte d'Ivoire. Il s'agit pour Amadou Gon Coulibaly de resserrer au profit des populations le format et la périodicité des revues des projets, notamment dans les secteurs importants tels l'éducation, la santé et les infrastructures. La Banque africaine de développement, dont l'appui est aussi attendu au niveau budgétaire, se dit prête à tenir parole. Nous avons déjà, dans le cadre de nos activités, financé une bonne partie, mais il faut noter que cela comprend aussi le secteur privé. Et nous avons quelques projets du secteur privé qui sont aussi déjà mis en œuvre, qui commencent à être mis en œuvre, et il y en a qui seront mis en œuvre en 2017. En ce début d'année, la banque a déjà signé 2 accords avec la Côte d'Ivoire, l'un dans le secteur agricole et l'autre dans les transports. Et une autre promesse qui vient d'être tenue, 96 véhicules ont été remis au corps préfectoral ce jeudi. C'est le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui a procédé à la remise de ces véhicules et ces engins devraient permettre d'améliorer l'exercice des représentants du chef de l'État dans les différentes régions. Alexis Ouedraogo. Plusieurs membres du corps préfectoral ont reçu ce jeudi les clés de leurs véhicules de commandement. Cette remise doit contribuer à améliorer et faciliter leur service auprès des populations. L'occasion pour le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, de les engager au travail, mais aussi de rassurer les populations quant au souci du gouvernement d'accéder à leurs préoccupations. Les préoccupations ne doivent jamais être des préoccupations qui soient posées dans le désordre. Il faut travailler sereinement. C'est comme ça qu'on fait avancer le pays. Dans toute croissance, il y a à un moment donné des difficultés, des incompréhensions, des impatiences. Mais la direction est bonne et la dynamique est tenue. Dites aux populations de rester sereines et calmes. Le gouvernement a la tâche pour gérer toutes ces questions. Et vous pouvez faire confiance au président de la République. Le président de la République, comme vous savez, dans son histoire, il a relevé tous les défis qui se sont dressés sur sa marche. Et la marche de la Côte d'Ivoire ne s'arrêtera pas. Il y a des soubresauts, mais la marche de la Côte d'Ivoire est inaltérable. À ce jour, les préfets sur toute l'étendue du territoire ont reçu dans leur grande majorité leurs véhicules de commandement. Reste un petit nombre à contenter. Ces dotations viennent combler le déficit en véhicules de commandement. Je voudrais donc, au nom de mes collègues bénéficiaires, vous dire infiniment merci, Monsieur le ministre d'État. Je vous prie, par la même occasion, de traduire notre infinie gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour cette marque d'attention toute particulière à notre égard. Ce sont 96 véhicules qui ont été ainsi remis au préfet. Le DGDI, don de gouvernance et de développement institutionnel, dresse son bilan après 8 ans d'activité. Depuis le 30 novembre, le projet est arrivé à son terme. Le gouvernement lui a décerné un quitus pour travail bien fait et a souhaité une phase 2 du projet avec l'appui de la Banque mondiale. Mais avant cette phase 2, les responsables du DGDI sont en réflexion pour évaluer le parcours et décliner les perspectives. Explication avec Noël Niagno. Le DGDI, don de gouvernance et de développement institutionnel. Voici 8 ans que ce projet est au service de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Mais au fait, c'est quoi la bonne gouvernance? Œuvrer au renforcement des capacités de gestion des finances publiques, du secteur pétrolier et à l'établissement d'un cadre institutionnel légal et réglementaire transparent et adéquat dans la filière café-cacao. En clair, le DGDI a travaillé à améliorer la gouvernance économique de la Côte d'Ivoire à travers une somme d'activités. Les bénéficiaires sont venus faire avec les responsables du DGDI le bilan quantitatif et qualitatif du projet. Que retenir 8 ans après? L'amélioration du processus de planification, de préparation et d'exécution budgétaire.
le renforcement des fonctions d'audit et de contrôle, l'amélioration de la transparence et l'efficacité du système de passation des marchés publics, le renforcement de la gestion des établissements publics nationaux, l'amélioration de la gestion des collectivités décentralisées et l'amélioration de la transparence dans la gestion des recettes pétrolières. Laissons l'interface du projet au sein de la Banque mondiale ici à Abidjan nous situer sur les performances de ce projet. Au sein de la Banque mondiale, c'est le DGDI qui a été un instrument d'accompagnement des différents appuis financiers, donc ce qu'on appelle les appuis budgétaires. Donc l'assistance technique par les DGDI a permis d'accompagner les programmes de la Banque mondiale de gouvernance. C'était le seul instrument. Et de notre point de vue, je pense que c'est la preuve que le projet a atteint des objectifs, tant sur le plan macroéconomique qu'au niveau du renforcement des institutions. Voilà qui a motivé la volonté du gouvernement à solliciter une phase 2 à l'effet de consolider les acquis. Nous partons maintenant pour le Sénégal où le port autonome d'Abidjan a pris part à la 11e conférence de l'Association panafricaine de coopération portuaire et au 38e conseil annuel de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Des rencontres qui ont permis aux responsables des différentes communautés portuaires de plaider non seulement pour la mise en place d'un guichet unique, mais également pour le traitement des problèmes des ports africains. On en sait plus avec Mamadou Kwasi. Les ports africains plus compétitifs, capables de faire face aux nouveaux défis de la mondialisation. Cette préoccupation était au centre du 38e conseil annuel de l'Association des gestions des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, AGEPAOC. Une rencontre qui a réuni à Dakar, dans la capitale sénégalaise, 23 pays membres, dont la Côte d'Ivoire. Les responsables des ports africains ont planché sur les mutations qui interviennent dans le secteur maritime mondial. Hiensi Yacouba et ses pairs ont profité de ce rendez-vous de Dakar pour tenir la 11e conférence de l'Association panafricaine de coopération portuaire, APCP, une organisation qui regroupe l'ensemble des ports africains. Démarche qualité dans les ports africains en vue d'une certification ISO, enjeux et perspectives est le thème de cette rencontre internationale. Ici, nous travaillons sur les certifications, nous travaillons un peu sur les guichets uniques. L'un dans l'autre, il s'agit de faire en sorte que, comme je l'ai dit tantôt, que le coût des passages portuaires ne soit pas des freins pour l'économie, que les problèmes de déperdition des recettes liées au contact humain soient amoindris à travers les guichets uniques et grosso modo, comme on l'a dit, que nos pays améliorent les classements du business, c'est-à-dire que nos ports soient des facilités pour notre économie et non des goulots. Le Premier ministre du Sénégal, Mohamed Abdallah Dionne, a salué les efforts des acteurs portuaires dans le développement des États africains. Il faut selon lui mettre un accent particulier sur les infrastructures portuaires en vue de les adapter aux exigences des mutations du transport maritime. Ces assises de Dakar ont été l'occasion pour le président en exercice de l'AGEPAOC et de la PCP, l'Ivoirien Yacouba Hiensi, de faire le bilan de ses 4 ans d'activité. Il a par la suite passé le témoin respectivement au Cap-Verdien Maurice Jorge et au Namibien Bissé Urab. La nuit des Araudes est également l'occasion de distinguer les meilleures structures portuaires, dont le port autonome d'Abidjan, désigné comme meilleur port de l'Afrique de l'Ouest. Et on revient en Côte d'Ivoire avec ce coup de filet réussi des douaniers à Ferke-Sédougou. Plus de 62 tonnes de marchandises ont été saisies par la brigade mobile. Valeur de ces marchandises, 217 millions de francs CFA. Avec cette saisie, la direction régionale des douanes de Korogo affiche sa détermination à lutter contre la fraude, ennemie de l'économie ivoirienne. Chantal Eoumakandan pour le témoignage. C'est ce camion ghanéen qui transportait ces marchandises. Sa destination finale, le marché de Korogo. Selon les informations recueillies auprès du chef de brigade douane de Ferke-Sédougou, le chauffeur tentait d'échapper aux conditions de dédouanement aux frontières nord du pays, à Pogo, à Ouangolodougou et à Ferke-Sédougou. Parmi les marchandises saisies, on note des pneus, de l'huile de moteur, des pièces détachées, des postes de télévision écran plasma et bien d'autres. La valeur de ces marchandises sur le marché intérieur s'élève à 217 millions de francs CFA. Avec ce montant, ce sont exactement 43 millions de francs CFA qui échappaient aux caisses de l'État. Le directeur régional des douanes de Korogo s'est réjoui de la vigilance de ses agents et réaffirme son engagement à mettre fin à la fraude aux frontières nord du pays. Pour nous, il faut que nous fassions tout pour que ces marchandises-là passent par la voie légale et faire un dédouanement normal afin que les droits et taxes puissent entrer dans les recettes de l'État. Cette saisie à Ferke-Sédougou porte à 3
le nombre d'opérations réalisées depuis le mois de janvier 2017 aux différents postes frontières nord. La première porte sur 8250 cartouches de calibre 12 à Pogo et la seconde sur 25 sacs de sucre et plusieurs cartons de cigarettes à Nigouni. Signalons que l'objectif 2017 assigné aux douanes ivoiriennes, c'est 1850 milliards de francs CFA, dont 6,6 milliards pour la direction régionale du Nord. Et on en arrive à l'un des titres de cette édition. Le 8 mars prochain sera célébrée la Journée internationale de la femme. La Côte d'Ivoire se prépare à marquer cet événement autour du thème « Autonomisation économique de la femme pour un monde plus juste et plus équitable ». La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Maria Toukone, appelle à une mobilisation pour favoriser l'autonomisation de la femme. Chantal Eouma Kandan. Le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité veut réussir le pari de la mobilisation féminine à cette 40e édition de la Journée internationale de la femme, JIF. Plusieurs actions sont menées en vue de galvaniser les femmes à s'approprier l'événement. Le mois de mars, mesdames et messieurs, est dénommé mois de la femme pour notre pays. Tout au long de ce mois, se dérouleront des activités d'envergure en faveur de la femme. Le gouvernement lutte au quotidien pour la levée des obstacles à l'autonomisation des femmes afin de leur offrir des opportunités diversifiées. L'autonomisation économique des femmes constitue une puissante arme de lutte contre les inégalités sociales, la discrimination et l'exploitation. La cérémonie de lancement des festivités de cette journée a été le lieu de présenter le pagne officiel de cette année. Le thème choisi par la Côte d'Ivoire pour marquer la Journée internationale de la femme est « Autonomisation économique de la femme pour une Côte d'Ivoire plus juste et plus équitable ». La représentante ONU Femmes en Côte d'Ivoire, Marie Goretti, a encouragé les femmes à relever les défis et les opportunités économiques pour leur autonomisation. La 40e édition de la Journée internationale de la femme vise à renforcer le pouvoir d'action et de décision de la femme en vue de son autonomisation pour sa pleine participation au développement socio-économique et à l'émergence du pays. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté qui représentait la première dame Dominique Ouattara, la marraine. Cette année, la cérémonie officielle de la Journée internationale de la femme se déroulera dans la ville d'Adzopé le 10 mars prochain. Les femmes disent oui au développement. Et dans l'attente de cette journée de la femme, la 53e promotion de l'École nationale d'administration fait sa rentrée solennelle. Cette promotion comprend 434 élèves. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration les a encouragés au travail bien fait pour être des exemples, nous dit Herman Yamien. Ils en ont pour 30 mois de formation pour certains, 24 ou 20 mois pour d'autres. Eux, ce sont les élèves de la 53e promotion de l'École nationale d'administration ENA. Pour cette rentrée solennelle, ils ont bénéficié du soutien de certains membres du gouvernement, parmi lesquels le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, la tutelle. Après le salut aux couleurs, la directrice générale de l'ENA a fait sa précision. La 53e promotion, au cœur de cette rentrée solennelle, qui compte 434 élèves, a été recrutée à l'issue des concours 2016 de l'ENA et qui, comme la session de 2015, ce concours a connu des réaménagements en vue d'aboutir à une sélection des candidats aptes à acquérir les savoirs agir nécessaires pour servir les différentes administrations. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, après avoir annoncé les grands chantiers pour donner un nouveau souffle à l'administration ivoirienne, a exhorté la 53e promotion à s'inspirer des actions de leurs devanciers afin d'être eux aussi des références. La formation à l'ENA n'est pas une simple formalité. L'ENA est une école d'élite où l'élève qui entre peut en être exclu. Il vous faudra donc impérativement obtenir une moyenne de 12 sur 20
pour prétendre intégrer la fonction publique. Nous devons donc faire preuve de rigueur et d'assiduité dans le travail. Laboratoire par excellence où est formée l'élite de l'administration ivoirienne, l'ENA, depuis sa création le 2 septembre 1960, a formé après plus d'un demi-siècle d'existence plus de 14 000 cadres au profit de la Côte d'Ivoire et de plusieurs pays africains. L'Association générale des adventistes du 7e jour, division Afrique de l'Ouest et du Centre, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, vient d'organiser une campagne de déparasitage en faveur des élèves. C'était dans la commune de Makori. L'objectif est clair, promouvoir la bonne santé des élèves pour de meilleurs résultats. Frédéric Oulaï, Issaïo. L'Association générale des adventistes du 7e jour, division Afrique de l'Ouest et du Centre, veut le bien-être social des populations. Elle a initié une campagne de déparasitage des élèves ivoiriens. C'est le collège adventiste dans la commune de Makori qui a abrité la première journée de cette opération. Un individu est né pour deux choses. Nous sommes nés pour servir Dieu et pour servir notre prochain. Et vous ne pouvez jamais accomplir les deux si vous ne vous portez pas bien. Ensuite, la Côte d'Ivoire parle beaucoup d'émergence ces derniers temps. C'est la contribution de l'Église adventiste pour que les jeunes Ivoiriens se portent bien, pour qu'ils puissent faire la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. Cette opération de déparasitage était précédée d'une conférence pour instruire les élèves sur les dangers que peuvent poser les vers dans le corps humain et la nécessité de la combattre. Je prends ces médicaments parce que ça peut m'aider à guérir des vers. On vient de prendre quelques comprimés pour lutter contre les vers. Avec l'appui du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et le Programme national de la santé scolaire et universitaire, l'Association générale des adventistes du 7e jour veut étendre cette campagne dans tous les établissements scolaires du territoire national, selon son président. Hors de la Côte d'Ivoire, ce dialogue politique afin de donner une chance de réconciliation aux Gabonais. L'initiative est du président Ali Bongo. Les travaux préparatoires se sont achevés ce mardi. La date de la concertation sera connue dans les prochains jours. Cependant, ce dialogue risque de se tenir sans le principal opposant Jean Ping. Sylvie Touré pour le récit. Passé les violences post-électorales, le Gabon veut panser ses blessures. Tout semble à fin prêt pour la tenue du dialogue politique. Le comité préparatoire a achevé ses travaux ce mardi. Reste à déterminer la date de lancement de cette concertation nationale. Ce jour est très important parce que nous venons de boucler une phase cruciale, la phase préparatoire du dialogue politique convoqué par le président de la République, chef de l'État. La prochaine phase sera la phase de lancement officiel du dialogue politique par le chef de l'État. Il faut convenir de la date avec son agenda, mais je peux dire que ça ne saurait tarder. Un comité dit paritaire, réunissant pouvoir et opposition, a planché sur les sujets qui feront l'objet du dialogue. Ce sont entre autres la réforme des institutions, les futures élections, la modernisation de la vie politique, la cohésion sociale et la paix. S'agissant par exemple de la présidence de la République, on va parler du mandat, parce que nous souhaiterions la limitation du mandat, nous souhaiterions des élections à 2 tours. Le dialogue national, dont la date pourrait être connue dans les jours à venir, se tiendra à Libreville sur une période de 21 jours. L'initiative est du président Ali Bongo, qui espère un dialogue inclusif et sans tabou, une offre boudée par son principal adversaire Jean Ping, à la tête d'une coalition absente aux travaux préparatoires, car revendiquant toujours la victoire au scrutin du 27 août dernier. Une situation qui avait causé de nombreuses violences et des morts dans le pays. Et toujours sur le continent africain, de nombreux Sud-Soudanais fuient la guerre pour le Soudan voisin. Conséquence, les camps de réfugiés sont débordés et craignent de manquer de vivres face à cet afflux. Massokone, Alexis Ruidraogo. Ils fuient la guerre civile et la famine qui sévit dans leur pays depuis le début de l'année. 32 000 Sud-Soudanais ont trouvé refuge au Soudan et des dizaines de milliers d'entre eux sont attendus dans les mois à venir. Je viens du camp des réfugiés
L'UMIS à Malakal, nous étions en sécurité, mais pas comme avant. Avec l'UMIS, nous étions bien. De la nourriture était distribuée et les gens mangeaient. Les gens qui étaient dans la ville, leur situation était difficile, mais ceux qui étaient avec l'UMIS allaient bien. Grâce à Dieu, nous sommes sortis sains et saufs, mais nous ne nous attendions pas à arriver. Face à cette affluence de réfugiés, les travailleurs humanitaires se trouvent débordés. Ils ont du mal à faire face aux besoins de ces derniers. Pour eux, le défi principal est de fournir immédiatement de la nourriture et des médicaments à ces personnes qui arrivent épuisées. Nous faisons face à des défis pour les médicaments. Parfois, il y a des manques, mais l'Organisation mondiale de la santé et notre ONG couvrent les pénuries et ces manques. À cause de l'augmentation du nombre de Soudanais du Sud qui arrivent pendant les 2 premiers mois de l'année, bien sûr, il faut changer nos plans et les améliorer pour qu'ils correspondent aux nouvelles évaluations du nombre d'arrivants expectés qui pourraient être élevés. Depuis fin 2013, le Sud-Soudan connaît une guerre civile meurtrière. Touchée aussi par la famine, les populations cherchent refuge au Soudan, qui compte déjà 330 000 réfugiés sud-soudanais. En France, ce coup dur pour Marine Le Pen qui vient d'être privée de son immunité parlementaire. Le Parlement européen a approuvé aujourd'hui la levée de l'immunité de la dirigeante d'extrême droite. Il lui a reproché d'avoir diffusé des images d'exactions de l'organisation État islamique sur son compte Twitter. Une information judiciaire est ouverte également dans le viseur de la justice, François Fillon, qui ne compte pas jeter l'éponge. Le candidat de la droite maintient sa candidature malgré sa prochaine mise en examen le 15 mars prochain. Et dans cette nouvelle tempête, il paie ses soutiens dans son camp. Et leur adversaire Emmanuel Macron poursuit calmement sa campagne. Le candidat de En Marche a dévoilé aujourd'hui son programme axé sur 6 chantiers pour réformer, selon lui, la France. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec plaisir demain 20h.